Bonjour Kevin, voici donc le résumé du dernier cours. Nous avions parlé du chapitre 5 qui concerne l'Union européenne. La France est une nation souveraine depuis le Moyen Âge. C'est un des premiers grands pays européens à avoir acquis le statut de nation, plusieurs siècles avant l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Aujourd'hui, pourtant, la France fait partie d'une plus grande association supranationale et d'une plus grande souveraineté à certains égards, l'Union européenne. L'Union européenne est une association de 27 démocraties de l'Europe qui cherchent à harmoniser leur structure économique et politique afin d'établir un règne de coopération internationale. Contrairement à toutes les tentatives historiques d'unification de l'Europe par la force militaire, depuis Napoléon jusqu'à Hitler, l'Union européenne vise à une union fondée sur le consentement et la collaboration des pays membres. L'Union européenne n'est pas un nouvel État qui se substitue aux États existants. Chaque pays membre délègue une partie de sa souveraineté aux institutions communes, qui défendent les intérêts communs de l'Union. D'un point de vue pratique, l'Union européenne permet aux citoyens des pays membres de résider, de circuler librement, de travailler, de vendre et d'acheter des produits et des services et de les payer avec une monnaie unique, utilisée dans presque tous les pays de l'Union. Un peu d'histoire. La France est non seulement un des 27 pays membres, mais elle a joué un rôle décisif dans l'histoire de la coopération européenne, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'idée d'une Europe unifiée comme seul moyen d'éviter une troisième guerre mondiale sur le territoire européen et dont la souveraineté nationale serait partagée par tous les pays, a été élaborée par Jean Monnet, 1888 ou alors 1888, 1979 ou 1979. Économiste et homme politique français. En 1950, Monnet a proposé l'initiative de placer sous une autorité commune les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier, afin de promouvoir le développement économique de ces deux pays appauvris par la guerre. Il s'agissait d'abord d'accords douaniers entre la France et l'Allemagne. En 1951, donc on est vraiment proche de l'après-Seconde Guerre mondiale, au traité de Paris, d'autres pays, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont décidé d'adhérer à cette organisation. En 1957, le traité de Rome a été signé par les six et le marché commun est né. Celui-ci permettant d'éliminer peu à peu les tarifs douaniers entre les 6 pays membres. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ont signé le traité de Bruxelles qui a marqué leur entrée dans le marché commun, appelé alors la Communauté économique européenne, la CEE, ou l'Europe des Neuf. En 1981, la Grèce est devenue membre, les 10, et en 1986, la CEE a accueilli deux nouveaux partenaires, l'Espagne et le Portugal, les 12. En 1995, la Suède, la Finlande et l'Autriche sont devenus membres de la communauté, les 15, nouvellement baptisée l'Union européenne. Donc, ici, on passe de la Communauté économique européenne à l'Union européenne. Le 1er janvier 2002 a marqué la mise en place de la monnaie unique, l'euro, dans les 12 États de la zone euro, le Danemark, le Suède et le Royaume-Uni ayant décidé de ne pas faire partie de cette zone. Les francs français, les marques allemands, les lires italiennes, tu peux dire ça aussi, et les autres monnaies nationales ont disparu cette même année. En 2003, le traité de Nice a ouvert la voie à l'élargissement de l'Union vers les anciens pays communistes de l'Est.
La même année, le Parlement européen a donné le feu vert à l'adhésion de 10 nouveaux membres de l'Union de l'Europe de l'Est. Pourquoi une expansion si ambitieuse? La réunification de l'Allemagne, l'échec des régimes communistes dans l'Europe de l'Est en 1989 et 1990 et la désintégration de l'Union soviétique en 1991 ou 1991 ont introduit de nouvelles dimensions dans le programme de l'Union. Face à ces événements historiques, l'Europe devait s'adresser à la question de l'avenir de ces nouvelles démocraties. D'après le traité de l'Union européenne, tout État européen qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut poser sa candidature pour devenir membre de l'UE. En plus, les candidats doivent avoir une économie basée sur un marché de libre-échange et doivent avoir la capacité de remplir les règlements de l'UE. Depuis 1998, les pays candidats ont dû s'adapter pour satisfaire certains critères politiques et économiques avant leur entrée dans l'Union européenne. 10 nouveaux pays membres ont adhéré à l'Union en 2004. Chypre, donc on n'utilise pas d'article, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, pas d'article, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Cet élargissement, donc tu vois, on utilise un démonstratif masculin. Ici, on ajoute un T parce que le nom commence par une voyelle. Cet élargissement a augmenté la superficie de l'Union de 23% et a ajouté 75 millions de citoyens à sa population. La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2007, portant à 27 le nombre de pays membres et à 495 millions la population de l'Union. Plusieurs autres pays, la Croatie, la Macédoine, la Turquie, ont postulé leur candidature. Il est à noter que ni la Suisse ni la Norvège n'a choisi d'en devenir membre. On a une situation un peu exceptionnelle avec l'Angleterre qui fait partie de l'Europe, mais qui a refusé d'utiliser la monnaie unique. Okay. Je pense que c'était une stratégie financière, économique, et je pense qu'ils ont toujours, ils ont fait c'était une bonne stratégie, ils ont utilisé une bonne stratégie parce que ça leur a permis de garder une monnaie nationale forte. Alors nous, la prochaine fois, nous parlerons des institutions. Donc on a la Commission européenne, le Conseil européen, on a le Parlement européen. Okay. Donc on a la séparation des pouvoirs. Okay. Et je vais lire un petit peu. L'Union européenne a évolué de plus en plus vers le statut d'un État unifié avec ses propres institutions politiques. Parmi les institutions les plus importantes de l'Union, on peut mentionner les suivantes. La Commission européenne, c'est la branche exécutive de l'Union, composée de 27 commissaires désignés par les États membres. La Commission propose des lois qui sont soumises au Parlement européen et au Conseil européen. Son siège est à Bruxelles, en Belgique. Attention, on dit Bruxelles et non pas Bruxelles. Le Conseil européen, c'est le Conseil des ministres de l'Union. Le Conseil européen réunit tous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres et siège également à Bruxelles. Chaque État, chaque chef d'État ou de gouvernement assure la présidence du Conseil à tour de rôle pendant 6 mois. Mais le traité de Lisbonne propose que le président soit élu par le Conseil pour une période de 30 mois. Le Conseil décide de la plus grande partie de la législation européenne et joue un rôle primordial dans la définition de la politique étrangère de l'Union européenne. Et ensuite, on a le Parlement européen. C'est une assemblée élue par les électeurs des pays membres tous les 5 ans. Donc ici, les électeurs vont élire directement les parlementaires européens, donc tous les 5 ans. Le Parlement représente le caractère démocratique de l'Union et il siège au Palais de l'Europe à Strasbourg
et aussi à Bruxelles. Donc nous avons 2 parlements européens. Depuis 1979, les eurodéputés sont élus directement au suffrage universel. Dans les élections européennes de 1979, les Européens ont exprimé le premier vote transnational organisé dans l'histoire de la démocratie. La première présidente du Parlement européen était une Française, Simone Veil, 1979 à 1982, donc 3 ans. Les pays membres élisent les eurodéputés en proportion de leur population. Les pays les plus peuplés ont le plus de représentants. Le Parlement est composé de 730 eurodéputés élus par un mode de scrutin proportionnel. Le traité de Lisbonne propose une nouvelle composition du Parlement qui comptera au maximum 750 députés. La représentation sera proportionnelle avec un minimum de 6 sièges la population du pays membre. Au moment des élections, chaque parti politique français présente une liste de candidats. Le nombre d'élus est en fonction du pourcentage de voix obtenues. Le scrutin proportionnel favorise la participation des partis minoritaires. La mission principale du Parlement est de voter les lois européennes. Le Parlement adopte ou rejette le budget préparé par la Commission, mais il ne dispose pas d'un pouvoir législatif souverain. Toutes ces décisions doivent être ratifiées par les parlements nationaux. Comme nous allons le voir plus loin, il existe des domaines dans lesquels certains pays membres choisissent de ne pas participer en ce qui concerne une politique particulière comme l'espace Schengen, la monnaie unique, et ils ne sont donc pas concernés par les lois européennes relatives à celle-ci. Donc il existe aussi d'autres organes tels que la Cour de justice à Luxembourg qui garantit le respect du droit, la Banque centrale européenne à Francfort, qui est responsable de la politique monétaire, entre autres. Nous verrons donc les buts. C'est donc la page 80, je crois. Je regarde. Voilà. Les buts, en fait, de cette Union européenne. Pourquoi on a une Union européenne? Donc, on les connaît déjà. Ensuite, je vais venir à la transcription. Je pense que ça va être possible de voir. Ok, je pense que c'est là. Voilà. Voilà. Encore des petits problèmes de connexion. Et j'essaie à chaque fois de redémarrer mon ordinateur avant qu'on se connecte. Et je ne sais pas, peut-être que je devrais nettoyer un peu mon ordinateur. L'Angleterre veut sortir de l'Europe à cause de problèmes économiques principalement. Et aussi pour éviter d'être limité économiquement, financièrement, en faisant des affaires, en faisant des échanges avec d'autres pays. Voilà. Donc on parle également de Frexit, si au cas où la France sort de l'Europe, mais je ne pense pas que ça va se passer. Avec Macron, je pense qu'on va rester bloqué dans cette Europe. On a eu beaucoup de petits pays d'Europe de l'Est, qui sont devenus membres de l'Union européenne assez tardivement pour aider leur économie, pour stabiliser leur monnaie. Et puis on a aussi aidé les grosses entreprises d'automobiles, de textiles, surtout d'automobiles, à fabriquer des voitures en Europe de l'Est. Donc on a aidé ces corporations à faire des économies. To save money. Faire des économies is to save money. C'était une réussite pour ces grosses entreprises qui ont fait beaucoup d'économies, qui n'ont pas payé beaucoup de taxes. Et je pense que ça va également continuer. 16 si on crée des emplois en France, mais on a décidé de fermer toutes les usines pour les ouvrir soit en Chine, au Pakistan, au Mexique également, dans les pays qui étaient en voie de développement il n'y a pas si longtemps et qui sont devenus un petit peu maîtres de l'économie mondiale.
Tu penses que l'Union européenne était une réussite? Il faut voir. Ça a aidé beaucoup de pays à se stabiliser. On a eu une stabilité politique et militaire, on va dire, mais cela n'a pas vraiment été une grosse réussite économique. En fait, si, pour certains, pour les entreprises, pour les politiciens, mais pour les citoyens, je ne pense pas. La monnaie comment dire, les choses sont devenues de plus en plus chères après l'introduction de la monnaie unique, l'euro. On a eu une période d'inflation qui était assez longue où la valeur des choses ont augmenté, mais les salaires non. Il faut toujours suivre l'argent pour savoir où l'on va. Il faut toujours s'intéresser au cheminement, de path, cheminement de l'argent pour comprendre ce qui se passe politiquement. Voilà. En anglais, on dira follow the money et en français, on dira suis l'argent. Suivre, c'est l'infinitif, mais si j'utilise un impératif, suis l'argent. La prochaine fois, nous verrons le gérondif qui est en page 158. Je vais essayer de voir, te montrer un petit peu l'impératif rapidement. Je pense que c'était ici. Je reviens à l'index pour avoir la page de l'impératif. Okay. Il y a encore des choses qu'on doit voir. On avait vu en fait le pronom en. Tiens, on va le faire tout de suite. Le pronom en 90 et le pronom y 104. 90, on va le faire d'abord. Je ne pense pas qu'il parle ici des expressions utilisant utilisant en. Okay, je regarde un peu. Donc j'en ai deux, ok, j'en mange, j'en bois, j'en adhère. J'en ai deux, des enfants, il y en a 30, j'en ai une, j'en ai deux télés, etc. Il y a du pain, oui, il y en a. Vous avez une voiture, oui, j'en ai une. Okay. Attention à la négation. Hein, la négation se place avant et après le bloc formé par le pronom et le verbe. On ne sépare jamais le verbe du pronom et vice-versa. Surtout quand on a une négation. Alors, vous avez des brioches? Non, je n'en ai pas. Il y a du pain? Non, il n'y en a pas. Donc, attention, il n'y en a pas parce qu'on utilise l'expression il y a. Il n'y en a pas. Le verbe est ici, on met le pronom avant. Okay. Vous avez je n'en ai pas. Donc, on ne sépare pas ce bloc. Okay. Vous avez un stylo, je n'en ai pas. On ne va pas dire je n'en ai pas un. Je n'en ai pas. D'accord. Vous avez des surgelés. Vous achetez des surgelés. Oui, j'en achète. Et vous, vous en achetez. Vous avez des produits bio, biologiques, organiques. Oui, vous mangez des produits bio. Oui, j'en mange. Et vous, vous en mangez, etc. Votre mari a 9 sœurs. Non, il en a 10. Vos parents ont 2 télés. Non, ils en ont 3. On pourrait dire également non, ils n'en ont qu'une. They only have one. Les enfants ont un ordinateur. Non, ils n'en ont pas. Vous avez 3 chats. Non, j'en ai un. Ou je n'en ai qu'un. Je n'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Parfois, les Français vont omettre le N apostrophe pour dire j'en ai qu'un. Okay. Vous avez une carte de crédit? Non, je n'en ai pas, etc. Donc, il y a une chose qu'on doit essayer de voir, c'est que on a aussi des expressions ici. En s'utilise avec des constructions avec de. Parler de son projet, il en parle souvent. Rêver de son travail, il en rêve la nuit. Il s'occupe de la gestion, management, basically. Oui, il s'en occupe. Il est content du produit. Oui, il en est content. Il est fier du résultat. Oui, il en est fier. Il a besoin de repos. Oui, il en a besoin. Il a envie de partir. Oui, il en a envie.
Vous parlez de votre père? Oui, je parle souvent de lui. Attention au pronom tonique. Lui, moi, toi, etc. Nous, vous. Alors, vous parlez de. Oui, j'en parle souvent ou je parle souvent de lui. Donc ici, on ne va pas dire j'en parle souvent, on va dire je parle souvent de lui. Ok, pour les personnes, ici on parle d'objets. Tu te souviens des Duval? Donc en anglais, on ajoutera un S ici parce que c'est un nom de famille, mais en français, non. Oui, je me souviens d'eux. Ok, donc on utilise les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle, eux. Ok. On peut également remplacer des noms de lieux. Tu viens de la piscine, you just come from the swimming pool. Oui, j'en viens. Ça se voit. Venir de, j'en viens. En dépend bien sûr de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. On a des expressions souvent courantes avec en. Je m'en vais. Au revoir, je m'en vais. Ça suffit, j'en ai assez, j'en ai marre. C'est assez familier. Okay? J'en ai assez. I'm fed up. I'm tired. J'en ai marre. Je suis fatigué, je n'en peux plus. So, je n'en peux plus, I can no longer deal with what I did. It's just like I'm tired, I'm tired, but I'm exhausted. The idea is I'm exhausted. Here is like I'm tired of this situation. Okay. Je suis fatigué, is mon physical, is mon mental. Mon mari est parti, je ne lui pardonne pas, je lui en veux. Okay. Je lui en veux. Mon mari est parti, je ne lui pardonne pas, je lui en veux. So, je lui en veux. En vouloir à quelqu'un, it means to. Is, how can I explain? En vouloir à quelqu'un, it's more like you imagine somebody took something from you and never give you back this thing like a car. Let's say that a car. So somebody took your car. It's a friend or family member, and so you can be pissed. You can get pissed at this person. So you feel really annoyed by the situation. Je lui en veux. Okay? En vouloir à quelqu'un. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Don't worry about it. Ne vous en faites pas ou ne t'en fais pas. C'est moi qui ferai la vaisselle. Laisse, je m'en occupe. I'll take care of it. Donc je lui en veux. Ne vous en faites pas, ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Je n'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai assez. Je m'en vais. Okay. Ensuite, bon, ça c'est fini avec en. Car attention, un en peut aussi être une location en Angleterre, en France, etc. Donc, on revient à Skype parce que c'était pas fini en fait. On avait eu des petits problèmes au début et pendant la connexion. Donc j'ai lu La France contemporaine. Nous avions parlé d'identité française qui se fond, qui est diluée en fait dans l'Union européenne. L'identité américaine, il y a une grosse, l'identité américaine est toujours très forte. Je pense qu'elle est beaucoup plus claire par rapport à l'identité française qui se fond dans différentes cultures, différentes religions. C'est plus un problème d'identité religieuse en Europe. Okay. Chaque ethnicité a tendance à protéger sa propre culture. Donc les immigrants, les différentes cultures participent à l'identité américaine. C'est ce qui fait la force des États-Unis. Mais le problème, c'est que chacun va protéger sa propre culture aux États-Unis, mais ils ne vont pas s'intégrer à une identité nationale. Qu'est-ce que la culture américaine? Eh bien, c'est un groupement de différentes personnes qui ont des différentes religions, différentes cultures, différentes traditions, etc. C'est un peu difficile à expliquer. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que la liberté d'expression est quand même importante. Beaucoup de gens sont venus aux États-Unis au fil des siècles afin de trouver une liberté, voilà, économique, religieuse, etc. On a les menaces de l'identité française qui
sont affectés par euh, le cinéma américain, la musique américaine, etc. Mais je pense que euh, les jeunes générations ou la dernière génération ne veut pas euh, rester isolée de la culture américaine. On a accès à l'Internet. Je peux te dire que cela permet à certaines personnes d'avoir accès aux produits américains ou à la culture américaine. Voilà. Donc la musique américaine, etc. L'économie locale est beaucoup plus forte qu'avant. On a l'intervention des immigrés légaux ou illégaux qui participent grandement à la force économique américaine. La disparition des petits magasins, euh, les petits magasins ont été remplacés en fait par les grands supermarchés, hein, c'est de pire en pire. Mais je pense qu'il y a une espèce de comportement différent maintenant depuis, on va dire, les 10 dernières années aux États-Unis, où l'on voit une économie locale qui est de plus en plus forte. Euh, je peux te dire que sur San Francisco ou même dans l'Oregon, buy local, c'est très important. Acheter local, c'est très important. Et il y a encore beaucoup de gens qui vont dans les grandes franchises, les grandes chaînes de restaurants, les grandes chaînes de cafés. Mais il y a aussi une majorité de gens qui aiment acheter des produits sans viande, des produits sans pesticides, sans produits chimiques, euh, et qui vont principalement acheter dans les petits magasins parce que on connaît d'où ça vient et on n'achète pas les grandes marques. Voilà. Donc il y a des petites communautés qui s'agrandissent grâce à en fait ce comportement. Donc les chaînes de restaurants, en France, on a une espèce de McDo, Burger King à la française qui s'appelle Quick. Je crois que c'est français, hein, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est français. Et je pense que c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, toutes ces chaînes de restaurants ou de restauration rapide. Arriver à la cheville, to reach the ankle of somebody. Donc ça veut dire le cinéma français n'arrive pas à la cheville du cinéma américain. Comment? Pas forcément au niveau de la qualité culturelle, c'est plus au niveau du marketing, du business. Les Américains sont très forts pour exporter des produits et puis pour séduire les autres marchés, que ce soit au niveau de la musique aussi, des produits, des films, etc. Et donc le cinéma français est très très bien, mais il n'arrive pas à la cheville du cinéma américain au niveau marketing, business et économique. Quelles seraient les conséquences en France si on limitait l'importation de produits américains? Eh bien, ça créerait beaucoup de frustration chez les jeunes. Je crois que j'ai été un petit peu trop loin. Okay, j'ai été un peu trop loin, mais c'est pas grave, c'est un petit résumé. Donc, au début du cours, nous avions parlé de la préposition en, la préposition i également. Je lui en veux, je t'en ai parlé. Okay. Mon frère m'a pris ma voiture sans me la demander, donc je lui en veux. Okay. En vouloir à quelqu'un, c'est. euh, je crois que l'expression en anglais, c'est to have a grudge against someone. Je pense que le verbe n'est pas adéquat, mais c'est être en colère contre quelqu'un. D'accord? Je lui en veux. Il est connaisseur en vin, être connaisseur en chocolat, être connaisseur en viande ou en légumes, etc. Il s'y connaît. Okay, il s'y connaît. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. I'm not responsible of it. I'm not responsible because I didn't do anything. I didn't do it. On a également une expression où on utilise je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Tu passes demain, hein, tu viens à la maison demain, je n'y manquerai pas. I won't miss it. I won't miss this stuff or anything in the world. Manquer means to miss something. I miss you, he misses me, etc. Donc,
on a cette expression, mais également manquer, to miss something. Et ici, I won't miss this event for anything in the world. Okay. N'oubliez pas de me donner votre dossier, je n'y manquerai pas. I won't forget it. Okay. On a également l'expression ça y est, it's done, ça y est. When somebody is done with a project, let's say that, you can say ça y est, it's done. Okay. Ils ne l'ont pas bien pris. They didn't take it very well. Okay. Ils ne l'ont pas bien pris. They didn't, ne pas, take it very well. Bien prendre quelque chose. It's like to react well or not concerning an event or a person or a situation. Il vaut mieux acheter ses billets à l'avance. Il vaut mieux acheter ses billets à l'avance. It's like it's recommended to buy the tickets before. Et il faut acheter ses billets à l'avance. Je pense que il vaut mieux, c'est plus quelque chose où le contexte, c'est très similaire. Hein. Il vaut mieux et il faut acheter. Il vaut mieux acheter et il faut acheter. Il vaudrait mieux, on dit ça également en français, on donne une recommandation, un conseil. Okay. On ne force pas la personne, mais il faut acheter ses billets à l'avance. C'est un petit peu plus poussé. Okay. Ce n'est pas une obligation, mais disons que c'est proche de l'obligation. Il faut que je parte, I have to go. Attention au subjonctif, pardon. Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Okay. Il faut que j'aille, to go, aller. Il faut que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Faire, il faut que je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse, ENT, etc. Donc que tu as une bonne réaction, une bonne mémoire concernant le subjonctif. Ça ne date pas d'hier. Okay. Ça ne date daté, it's like to date from yesterday. Donc ça ne date pas d'hier. It wasn't born yesterday in a sense. Okay. Le Brexit. Nous avions parlé du Brexit à cause de la France contemporaine. Nous avons un chapitre là-dessus. Okay. Des petits problèmes de connexion. J'en reviens à la grammaire progressive du français. Donc ici, on a la situation de l'espace, etc. Je reviens à l'index. Okay. Nous avions donc fait le pronom en, le pronom y. Okay. Et je vais voir, c'est la page 104. Sur le PDF, il y a 2 pages de différence. Donc ici, c'est la page 106 pour moi. Donc on remplace un lieu. Okay. On peut également remplacer des noms de choses avec la proposition à. Penser à mon pays, j'y pense. Participer à ce projet, j'y participe. Je m'intéresse à la politique, je m'y intéresse. Pour les personnes, on va également utiliser un pronom tonique, attention, comme avec en et les personnes. Je pense à Paul, je pense à lui. Je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. Okay. Avec les verbes de communication, parler à, téléphoner à, on utilise un pronom complément. Je parle à Paul, je lui parle, je téléphone à Lucie, je lui téléphone. Donc ici, on avait vu ces exemples un peu plus tôt. Être connaisseur en vin, il s'y connaît. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. N'oubliez pas de passer demain, je n'y manquerai pas. Voilà, ça y est, c'est fini, on peut partir. Ou alors, ça y est, j'ai fini le dossier ou le projet. Et attention à la négation, avant et après le bloc, hein, formé par le pronom et le verbe. Il n'y va pas, il y va et il n'y va pas. Il n'y en a plus, il y en a, il n'y en a plus. Je ne m'y intéresse pas ou je m'y intéresse. Okay. Si tu veux, tu pourras faire les exercices hein, en page, c'est la page quoi? La page 105. D'accord. Tu pourras faire quelques exercices, toute la page ou alors quelques-uns si tu veux. Et je pense que c'est tout. L'impératif, je vais voir si on peut le faire tout de suite. C'est pas très difficile.
se trouve l'impératif? Peut-être que c'est par là. Ah, voilà, 134. Et pour moi, c'est 136. Donc ici, on n'a pas de sujet. Ok, viens, prends ton manteau, dépêche-toi. Eh bien, on utilise en fait tu, nous et vous. Ok, la conjugation de tu, nous et vous par, partons, partez. Attachez vos ceintures, mangez des fruits, ne bougez pas. Donc on donne une instruction, un conseil ou un ordre, ça dépend de l'intonation également. Tu pars, pars, nous partons, partons, let's leave, vous partez, partez. Pas de S à la deuxième personne des verbes en ER et du verbe aller. Regarde, donc pas de S, hein, tu regardes, regarde. Écoute, va vite à l'école. Donc si on le conjugue au présent, tu regardes avec un S. Tu écoutes avec un S. Tu vas avec un S vite à l'école. Devant en et Y, on garde le S parce qu'on doit la prononcer en fait cette fusion des deux mots. On ne va pas dire parle en à Paul, parle-en, pense-y, vas-y. Et l'impératif des verbes être, avoir, savoir et vouloir, ils sont irréguliers. Sois tranquille, soyons prudents, soyez heureux. Aie confiance, ayons du courage, ayons l'obligeance de nettoyer après avoir mangé. Sache que je suis là, sachons répondre. Et là, c'est un petit peu plus difficile. La place des pronoms compléments, eh bien, la forme affirmative, les pronoms se placent après le verbe. Écoute-le, écoute-la, écoute-les. Téléphone-lui, téléphone-leur. Allons-y, prends-en. Mais attention à me et te, ils deviennent moi et toi à l'impératif. Téléphone-moi, lève-toi, dépêche-toi. Et la forme négative, les pronoms restent devant le verbe sans changer de forme. La forme négative. La forme affirmative, le pronom est après, mais à la forme négative, non, c'est avant. Et on ne sépare jamais le pronom du verbe. Ne me téléphone pas, ne te lève pas, ne t'inquiète pas. Encore une fois, tu peux faire les exercices à la page 135, si tu as le temps, bien sûr. D'accord ? Voici un résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. J'utilise un nouveau programme pour enregistrer les résumés parce que QuickTime est imprévisible et j'ai beaucoup de problèmes. Mais pour le moment, ce programme marche. Donc à très bientôt. Kevin, tu me dis quand est-ce que tu voudrais prendre le prochain cours. Tu passes une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Voilà, à très bientôt.